L'audience du 4 juin 2025 est maintenant ouverte. Bonjour à tous. Bonjour, Mme la greffière. Identification des parties pour les besoins de l'enregistrement. Alors, bonjour, Simon Tremblay pour la commission. Bonjour, Charlotte Deslauriers-Goulet pour la commission. Bonjour, Monsieur le commissaire. Vincent Ranger pour la commission. Bon matin. Bonjour, Monsieur le commissaire. Bonjour tout le monde. Audrey Gagnon de chez Langlois-Avocat pour la société également. Bon matin. Bonjour, Marie-France Lebel de Bernard-Roy pour le procureur général du Québec. C'est belle. Alors, Monsieur le commissaire, 3 petits points d'intendance ce matin. À votre invitation, on a eu une rencontre ce matin avec les procureurs de la société et ceux-ci ont rassuré la commission là, sur la façon de fonctionner et que leur intention est bel et bien de faire la preuve ici et de participer activement aux travaux de la commission à l'intérieur de son enceinte. Deuxième élément, au niveau des médias, là, suite aux ordonnances rendues avec dans le cadre du témoignage de M. Poirier. Donc, les procureurs, les avocats des médias seront ici à 2 heures cet après-midi. Donc, suite à notre entente, de façon à ce que vous puissiez rendre votre décision et qu'on puisse passer à autre chose et caviarder seulement les parties sur lesquelles on s'est entendu. Parfait. Donc, je ferai lecture de mes décisions en présence des avocats des médias. Excellent. Et dernièrement, je passerai, pour finir plutôt, je passerai la parole à ma collègue, là, Maître Deslauriers-Goulet, pour une petite clarification là, suite à son allocution de la semaine passée. Parfait. Maître. Bon matin. Bonjour. Bonjour à vous. Donc, je veux clarifier le propos que je vous ai présenté parce que je constate qu'il n'a pas été bien saisi. La commission a reçu de la part de la société une liste de 1879 contrats en technologie de l'information. C'est le chiffre qui est sorti. Et cette liste-là, qui est présentement sous étude, comprend, comme je l'ai mentionné, toutes sortes de choses. Elle comprend notamment le contrat principal et les 3 avenants, et elle comprend également plusieurs contrats satellites. Les contrats satellites, ce sont les contrats qui concernent directement ou indirectement la gestion de la modernisation des systèmes informatiques de la société que la Commission a le mandat d'étudier. Ainsi, pour clarification, la liste reçue comprend 1879 contrats, mais il n'y a pas 1879 contrats satellites. C'est ce que j'avais compris, là. Je pensais ce que les avocats de la SAC avaient compris également. À ce stade, nous ne pouvons chiffrer exactement le nombre de contrats satellites qui gravitent autour du contrat principal, ni leur valeur exacte. Nous analysons présentement sérieusement la liste fournie par la société et nous déposerons le résultat de notre évaluation et de notre analyse devant vous, Monsieur le commissaire, comme il se doit. Merci beaucoup pour la précision. Merci infiniment. Merci. Alors, sur ce, Monsieur le commissaire, je passerai la parole à mon collègue Maître Ranger pour l'interrogatoire du prochain témoin, Mme Couture. Merci, bonne journée. Bon matin. Donc, ça va, je peux vous demander, madame? Oui, quand vous êtes prêts. Bonjour. Bonjour. Vous affirmez solennellement de dire la vérité et toute la vérité. Oui. Je l'affirme. Oui, je l'affirme. Vos noms et occupations. Manon Couture, pré-retraité. Merci. Votre témoin, maître. Donnez-moi un petit instant, Monsieur le Oui, commissaire. absolument. Prenez votre temps. Donc, j'installe mes choses. Bonjour, Mme Couture, vous allez bien ce matin? Oui. Oui. Ben, en fait, peut-être pour commencer, si vous pouvez expliquer là, au commissaire rapidement votre cheminement professionnel pour débuter.
Oui. J'ai étudié à l'Université de Sherbrooke en informatique de gestion. Donc, j'ai obtenu mon bac là, en 1989. Par la suite, j'ai fait 2 ans au groupe DMR, toujours en informatique. En 92, j'ai intégré, j'ai eu un emploi au gouvernement du Québec. Donc, les 20 années qui ont suivi ont toujours été au gouvernement du Québec, principalement dans des grandes organisations comme la CNSST et la SAAC, et principalement comme chargé de projet ou des responsables d'équipe, toujours en TI. Par la suite, j'ai eu une promotion de gestionnaire de cadre à la CAROC, qu'on appelle actuellement Retraite Québec, qui était la reprise à l'interne par des équipes d'exploitation suite à l'implantation de leur gros projet RISE. Par la suite, j'ai eu une promotion au CSPQ dans des équipes de développement pour le logiciel Sagir. Et j'ai fait un retour en juillet 2018 juillet 2014 jusqu'en février 2018 à la SAAC. Donc, quand j'ai retourné à la SAAC, c'était principalement pour les projets majeurs. Ça s'appelait les projets d'envergure, la direction générale. Et mon principal mandat, je vous dirais, c'était vraiment on appelle ça le choix du PGI, mais qui était la rédaction d'appels d'offres pour justement atteindre le choix du PGI. Et par la suite, lorsque cette étape-là, ce mandat-là a été terminé, j'ai transféré au projet CASA, qu'on appelle comme leader intégration et assurance qualité. En février 2018, j'ai quitté, j'ai eu une promotion à l'Assemblée nationale et mon dernier mandat avant ma pré-retraite de quelques mois qui était à la financière agricole. Si je ne me trompe pas, à la SAC, vous êtes passé aussi par le contrôle routier? OK, oui, effectivement. Ça, c'était dans mes années où j'étais professionnelle. J'étais responsable de l'équipe de développement de la ligne d'affaires du contrôle routier. En quelques mots, qu'est-ce que ça fait, le contrôle routier? Bien, c'est la surveillance avec tout ce qui est les autobus, le transport de biens. Dans le fond, tous les contrôleurs routiers relèvent de cette ligne d'affaires-là. Donc, on avait leur système à eux pour gérer ça. Les systèmes aussi qu'ils ont dans leur véhicule avec le lien avec la SAC, les systèmes au central. Fait que c'était vraiment la surveillance de... Le système qui s'appelle, je ne sais pas comment on le dit, AIRE, Air ou Air, ou que ça vous dit? Bien, il y avait plusieurs systèmes. Il y avait le système de vérification mécanique qu'on appelait GVM. Les autres, je vais vous avouer, j'ai vraiment plus de souvenirs. Ça fait un petit peu longtemps. Moins important. Oui. Qui était votre supérieur? Là, vous dites que vous étiez dans l'équipe de rédaction de l'appel d'offres. Qui était votre supérieur à ce moment-là? Oui, mon supérieur, c'est ça. J'avais intégré la direction générale des projets d'envergure à cette époque-là. Fait qu'on était, même s'il y avait des positionnements qui étaient en cours puis que le projet CASA n'était pas débuté. Fait que mon supérieur était Alain Dubé. Par la suite, Alain relevait de Carl Malenfant. De la vice-présidence aussi. De la vice-présidente, oui, des TI. C'était quoi la relation entre vos deux supérieurs, M. Dubé et M. Malenfant? Avec M. Dubé, c'était lui vraiment mon supérieur immédiat. Donc, je dirais parce qu'on avait l'appel d'offres, on avait aussi l'autre TI qui, je dirais, qui roulait. Donc, avec Alain Dubé, on avait des rencontres, je vous dirais, probablement mensuelles. J'ai vraiment pas de mémoire, mais on se rencontrait sur ça. En fait, je vous ai mal posé ma question. Oui, la relation entre vos deux supérieurs eux-mêmes, et non pas entre vous et M. Dubé. La relation entre M. Dubé et M. Malenfant, est-ce qu'elle était bonne, mauvaise? Moi, je dirais qu'elle était bonne, là, mais sincèrement, là, je pense que tu as eu à répondre. Moi, c'est des impressions que je vais vous dire. Bon, moi, c'était bon, là, de ce que je voyais. Vous avez été impliqué, donc, par la suite, vous avez dit un peu dans l'exécution, donc, du projet CASA, à partir, vous avez dit quoi, de 2017? Oui, c'est environ autour de printemps 2017, là, autour de la signature du contrat, environ. Puis qu'est-ce que vous faisiez exactement dans l'exécution? C'est sûr qu'il y a eu une période là, lors de la signature du contrat. Fait que le début, c'était vraiment, je vous dirais, d'organiser, si on peut dire ainsi, le projet. Donc, on discutait des aménagements, où est-ce qu'on allait situer les équipes. Il y avait aussi, on n'avait pas l'équipe en place à l'interne. Donc, c'était de s'assurer de mettre en place, là, on avait comme une journée emploi qui avait été faite, montée là, à l'intérieur de la société. Il y avait quand même beaucoup là, de gens internes à impliquer dans le projet. Donc, il y avait chacun des leaders faisait leur
leur description de rôle et responsabilités de chacune de ces équipes-là. Par la suite, il y avait une journée d'emploi, des entrevues pour monter l'équipe en vue de l'arrivée de l'intégrateur. Je vous dirais qu'il y avait aussi des modalités qui étaient à mettre en place à laquelle moi j'ai participé, mais je n'étais pas je dirais pas l'acteur responsable, mais qu'on a participé, par exemple, c'était un gros projet quand même sur 5 ans. Donc, il y avait des modalités de prêt de service. Je donne des exemples. Est-ce que les gens vont relever, mettons, vraiment officiellement des nouveaux gestionnaires dans le cadre du projet? Tu sais, par exemple, est-ce que c'est eux qui vont faire leurs évaluations de rendement? Ou ils vont rester avec leurs anciens supérieurs. Ou c'est ça. Fait que tout ce départage-là était à statuer, étant donné, justement, le projet qui était sur 5 ans. Des fois, les projets sont plus courts, fait qu'on y va moins dans ces formalités-là, mais là, ça devait se faire. Juste vous rappeler, vous répondez à M. le commissaire. Non, moi, je sais que c'est bizarre, mais c'est comme ça dans tous les audiences. Avez-vous été impliqué dans la décision de retenir un PGI pour répondre aux besoins de la SAC? OK. Retenir le PGI. Un PGI, pas celui-ci, un. Je vous dirais, mon implication était vraiment minime. C'était vraiment la partie gestion de changement qu'on m'a demandé de regarder et la partie stratégie commerciale, puis que sincèrement, je suis même plus sûre, c'était vraiment intégré à ça ou à part. Fait que, mais gestion de changement dans le positionnement du PGI, un peu, oui, que j'ai participé avec d'autres personnes, bien entendu, parce que c'était pas ma spécialité, la gestion de changement. C'est qui était responsable de ce dossier-là, du positionnement PGI, de proposer à la SAC de retenir un PGI? Le gestionnaire responsable était Alain Dubé. Est-ce qu'il y avait des consultants externes aussi qui étaient impliqués? Là, sincèrement, moi, j'étais comme... J'ai pris la gestion du changement, mais tout ce qui était l'aspect besoin d'affaires avec les gens d'affaires, même les visites qui ont été faites, moi, j'étais pas là. J'étais pas... Fait que de souvenir, il y avait Louise Savoie, je vous dirais, oui, les experts PGI qui avaient été embauchés pour venir nous aider tout au long. Donc, Madeleine Chagnon, Louise Savoie, puis Maurice Guénard. Non, Maurice Guénard est arrivé. Je dirais Madeleine Chagnon et Louise Savoie étaient dans cette période-là. Est-ce que vous avez été impliqué à cette époque-là dans l'estimation des coûts de ce que pourrait coûter un PGI si la SAC décidait de prendre cette voie-là? Non, moi, je n'ai pas le souvenir que j'ai participé à ça. On a eu le résultat. Il y a eu une présentation qui a été faite aux autorités pour statuer, entériner. Fait que j'ai eu ces coûts-là. Peut-être j'ai vu, sincèrement, un montage financier, mais je n'ai pas participé à l'élaboration des coûts. Vous parlez d'une présentation. Qui a fait cette présentation-là? Je saurais vous dire. Vous étiez présente? Aux autorités, non. J'étais pas présente aux autorités. Je suppose que c'est Carl, sincèrement, mais là, j'ai pas. Je m'avance, c'est à confirmer. Puis dans les personnes autour de vous, vous avez mentionné plusieurs noms depuis le début de votre témoignage, Alain Dubé, Louise Savoie, Madeleine Chagnon, vous venez de mentionner Carl Malenfant. Qui d'autre est impliqué dans l'estimation des coûts, à votre connaissance, de ce que vous avez pu constater dans l'équipe? Je ne saurais vraiment pas vous dire. Vous n'avez pas assisté à... Si je vous suggère que Louise Savoie avait une part de contribution à l'estimation des coûts, est-ce que ça vous dit quelque chose? Peut-être. Sincèrement, sincèrement, je ne sais pas. Je ne pourrais pas confirmer, dire oui ou non. Je peux rappeler votre niveau d'emploi à ce moment-là? Le mien? Oui, à ce moment-là. Moi, j'étais rentrée directrice cadre 3. C'était cadre 3, oui. Parfait. Est-ce que vous avez assisté à des discussions sur l'estimation des coûts dans des comités? Peut-être, je sais. J'ai vraiment aucun souvenir sur les coûts. Je me souviens de la page finale, mais de la façon que c'était fait et monté, j'ai vraiment pas de souvenir. Je vous suggère que vous avez peut-être déjà assisté à des discussions entre Carl Malenfant et Louise Savoie sur l'estimation des coûts. Est-ce que c'est exact? Peut-être. Il faudrait vraiment... Je n'ai pas accès à la documentation. Hein. Je suis plus... Je ne vous demande pas la documentation, je vous demande de faire appel Oui, c'est ça. Puis ma mémoire, mémoire c'est pas ce que, malheureusement, ma plus grande faculté. Là, mais je vous dirais peut-être, je ne sais pas. Je me souviens pas. Ma mémoire n'est pas là avec les discussions. Si je vous suggère que M. Malenfant aurait transmis de l'information à Mme Savoie sur
l'estimation des coûts. Vous avez déjà eu assisté à un événement de ce genre-là. Est-ce que ça vous rappelle? Oui, je me souviens qu'il y a probablement eu, effectivement, là, des transmissions de coûts, mais j'ai pas vu les coûts. Je me souviens pas d'avoir vu les coûts là, qui avaient été transmis. Qu'est-ce que vous avez vu? Bien, j'ai vu seulement là, comme une enveloppe passive incluant les coûts, mais sans plus. Une enveloppe de qui à qui? Là, c'est là que j'ai un problème de mémoire. Je ne sais pas d'où qu'elle venait. Mais c'était dans une réunion, cet événement-là? Cet événement-là était dans une réunion de souvenirs, oui. Mais... Puis il y a 2 personnes qui se passent une enveloppe dans laquelle... Bien, ce que je comprends, oui, il y a une enveloppe là, qui est déposée, mais... Qui comprendrait... C'est ça. Encore une fois, j'ai pas vu le contenu de l'enveloppe. Fait que j'ai juste... De souvenirs, je comprenais que c'était les coûts qui étaient inclus dans l'enveloppe. On peut peut-être venir un peu plus en détail là, sur la rédaction de l'appel d'offres. Donc, je comprends qui était votre responsabilité. Là. On a fait le tour de ce dont vous n'étiez pas responsable. Allons ici sur ce dont vous étiez responsable. C'était quoi votre rôle dans la rédaction de l'appel d'offres, plus précisément? Mon rôle dans la rédaction de l'appel d'offres, je dirais, c'était plus la direction en termes de, si je peux dire ainsi, battre le tambour pour s'assurer là, que les orientations, soumettre les orientations aux autorités, que les décisions soient prises, que le contenu soit complet, qu'on ait les ressources toutes requises, je dirais plus ressources / expertise requises, là, pour permettre là, de couvrir l'ensemble des sujets qu'on devrait retrouver dans l'appel d'offres. Fait que c'était vraiment ce rôle-là. J'avais quand même, parce que j'avais aussi un chargé de projet en dessous de moi. Bien, je dirais qu'il y avait comme 2 chargés de projet. Il y avait quand même un chargé de projet officiel qui, elle, s'assurait davantage d'avoir, de faire le suivi avec un registre de bien suivi livrable, avec les ressources, un suivi plus serré de l'équipe, je dirais. Puis moi, j'allais plus là, pour m'assurer d'avoir, comme je vous dis, soumettre les orientations pour des prises de décision et autres. Ou si je faisais des rencontres avec les gens là, pour s'assurer... je voudrais peut-être dans un contexte, on était un contexte d'appel d'offres qui était quand même relativement nouveau, parce que les gens n'avaient pas nécessairement, des fois même d'expérience en appel d'offres, ou même parfois, je dirais là, généralement d'expérience dans ce type d'appel d'offres-là. Donc, de se challenger en termes de c'est quoi les besoins, qu'est-ce qu'on veut demander dans l'appel d'offres, c'est quoi le... On était habitué à des appels d'offres qu'on demandait des choses de façon assez précise auparavant, tandis que là, on y allait vraiment plus large, à dire, bien, on exprime un besoin, pas qu'on veut des choses précises. Il fallait changer un peu la façon. Je retiens de ce que vous me dites. À l'époque, l'équipe dont vous êtes cadre 3 n'a pas vraiment l'expérience dans ce type de service-là qu'on demande dans un appel d'offres. Exact. Bien, de la façon d'exprimer, ouais, c'est ça, de la façon d'exprimer l'appel. Oui, c'est ça. Peut-être, je peux me permettre un exemple. Habituellement, souvent, d'autres appels d'offres, des fois, c'était beaucoup plus précis. T'sais, on disait, on veut, j'essaie de donner un exemple, on veut une table avec 4 pattes, à tant de pouces. Mais là, c'était plus, bien, qu'est-ce que vous avez à nous offrir? Parce qu'on ne connaissait pas les solutions. Fait que c'était de voir qu'est-ce que les fournisseurs, les alliances allaient nous fournir, qui était la meilleure solution possible. On était loin de s'agir aussi. Là. On était loin de s'agir aussi. C'est pas la même chose qu'on a besoin. Là. Non, pas du tout. Exact, s'agir était plus back-office. C'est ça. Mais vous aviez du soutien de consultants externes, là? Oui. Madeleine Chagnon, Louise Savoie. On avait, c'est ça, effectivement, Madeleine et Louise qui avaient leur expertise PGI là, pour venir nous accompagner là-dedans. D'autres expertises aussi qu'il y avait ailleurs dans ce type, je dirais, là, d'appel d'offres là aussi. C'était quoi le rôle de Madeleine Chagnon dans l'équipe? Le rôle de Madeleine était de vraiment... si vous me permettez, il y avait on était à peu près une vingtaine de personnes pour la rédaction de l'appel d'offres. Fait que chacun avait son expertise. On avait des experts provenant des domaines d'affaires, là, immatriculation, permis, maths. On avait des experts provenant des TI. Et on avait nos experts aussi, là, qui étaient Madeleine et Louise, en termes là, de PGI. Donc, le rôle de Madeleine était principalement, je vous dirais, là, il y avait des sections d'appel d'offres. Madeleine a rédigé quand même de bonnes sections d'appel d'offres en termes des mécanismes de travail. Si on entend là, les ententes de l'eau, le PQP, là, le plan de programme qualité, que personne dans l'organisation avait déjà vécu ça ou appliqué cette façon de faire-là. En termes d'organisation de projet, quel genre d'organisation qu'on pourrait proposer? On savait que c'était encore discutable au dialogue, mais en proposer une sur laquelle on voulait partir.
en termes aussi de comités à mettre en place dans le cadre de ce projet-là. Donc, je dirais, c'est que Madeleine avait entre autres, ces aspects-là. Et aussi, elle avait un grand rôle, je dirais, en termes là, de support à l'équipe, là, justement, parce qu'on était toute une équipe d'experts, mais chacun dans ses domaines. Fait qu'elle a amené son expertise qu'elle avait là, en termes de PGI et aussi de validation là, en plus globale aussi. Là, parce qu'on s'était formé un groupe d'assurance qualité avant de sortir de l'équipe. Et de mémoire, Madeleine faisait partie de ce groupe d'assurance qualité-là que moi-même, je faisais partie. Et le rôle de Louise Savoie? Le rôle de Louise Savoie, je vous dirais, Louise était engagée comme conseillère stratégique là, en termes d'architecture fonctionnelle. Donc, elle a, selon moi, là, sincèrement, là, parce qu'elle est quand même, on travaillait tous ensemble. Louise avait la partie probablement l'intégration fonctionnelle, là, les SP2 qu'on appelle, là, je crois. Tout aussi, ce qu'on peut-être on voit moins, il y avait aussi toutes les grilles d'évaluation. Louise a travaillé activement là-dessus. Probablement, sûrement aussi du support aux équipes d'affaires, principalement. Aussi, il y avait des sections dans l'appel d'offres comme les cycles de vie de solution qui sont plus, je dirais... Un peu plus techniques. Là. Un peu plus techniques ou spécifiques à des fois des PGI dans ces contextes-là qu'elle a sûrement travaillé. Et aussi de support et validation là, dans l'ensemble de l'équipe. Est-ce que ces consultantes externes-là relevaient de vous? Matriciellement, je vous dirais, moi, je pense qu'officiellement, dans l'organigramme, j'avais une ressource en dessous de moi. Parce que c'est sûr que l'appel d'offres, fait que matriciellement, on dit bien souvent c'est que c'est des prêts. Fait que les gens viennent pour réaliser un mandat, puis ils retournent. Fait que j'avais... Et mettons, toutes les ressources relevaient toujours de le secteur. Et Madeleine et Louis, sincèrement, là, j'avoue, parce que Madeleine, en principe, elle relevait plus de Carl officiellement, mais elle nous était... Prêtée par la vice-présidence technologique. Oui, si je peux dire ainsi. Fait que, tu sais, en tout cas, je ne sais pas, sincèrement, là, officiellement, je ne sais pas là, de quel vraiment centre de responsabilité qui a relevé. Là. C'était quoi l'implication de Carl Malenfant dans la rédaction de l'appel d'offres? Carl avait le rôle... on avait 2 comités, là, je dirais. On avait un comité de gestion qui, lui, était vraiment le valideur, je dirais, des orientations. Lui validait et recommandait auprès du comité directeur. On s'était formé comme une structure de projet pour la rédaction de l'appel d'offres. Donc, on avait un comité directeur pendant la rédaction de l'appel d'offres, ainsi que le comité de gestion, qui était nos moyens là, de validation puis d'approbation de tout ce qu'on produisait. Fait que Carl était au niveau du comité directeur. Et ce comité directeur-là avait le rôle d'approuver tout ce qui est les orientations. Comme je vous disais tantôt, si on a des orientations à monter, des fois, on discute aussi de portée. Des fois, c'est pas toujours évident quand on se met à creuser. Et aussi, tout ce qui est de l'approbation des 3... je dis 3, mais en tout cas, l'appel d'offre C, assurément. Il y avait, comme, en tant que membre du comité directeur, avait ce rôle-là d'approuver l'entièreté de l'appel d'offres. Donc, la responsabilité finale, là, de dire, comme s'il y a des débats à trancher, s'il y a des décisions à prendre, il y a un comité directeur qui est mis sur pied pour prendre ces décisions-là. Oui, effectivement. Et là, vous avez dit que Carl Malenfant siégeait sur ce comité-là. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes à votre connaissance? Oui, les comités... en réalité, c'est que le comité de gestion, peut-être juste... le comité de gestion était je dirais, un peu les gestionnaires, principalement composés de gestionnaires d'un peu partout dans l'organisation, parce qu'on couvre toujours l'ensemble de l'organisation. Donc, on avait les gens, principalement des gestionnaires, des gens qui étaient en train de rédiger l'appel d'offres, parce qu'ils étaient aussi des facilitateurs. Parce qu'on se souvient, ces gens-là étaient quand même dédiés, mais... Dédié est facile à dire, mais des fois, dans la vraie vie, c'est des fois plus difficile à appliquer. Fait que ces gens-là étaient facilitateurs pour toujours s'assurer que ces gens-là demeurent dédiés, qu'ils ne soient pas aspirés vers les affaires. Parce que c'était quand même des gens avec une très belle expertise, qu'on pourrait dire, là, un peu leurs champions là, dans leur domaine d'affaires, donc sollicités. Donc, ces gens-là étaient facilitateurs pour ça. Et pour recommander. Puis, sur le comité directeur, c'était plus un niveau de DG qui était là. Fait que il y avait les DG... probablement là, des différentes lignes d'affaires
qui était à ce comité directeur-là, qui était approbateur. Qui tranchait les débats ou qui prenait les grandes orientations? Lorsqu'on est arrivé, là, j'ai de la misère à vous répondre directement par un nom ou quoi. C'est parce que tout dépendamment, ça dépend des sujets. Fait que, bien souvent, c'est qu'on apportait un document d'appui avec différents scénarios, où on avait une recommandation, bien sûr. Fait que, je pense que le tranché était plus en équipe ou en groupe, en discussion. Évidemment, je comprends que c'était pas toujours des débats tranchés, mais s'il y en avait ou s'il y avait des orientations à prendre, ça relevait du comité directeur. Exact. Mais on avait aussi, on n'a pas parlé, mais il y avait aussi le comité de direction de la SAAC, qu'on avait fait quand même quelques présentations en cours de route. Fait qu'on avait des présentations exécutives pour leur expliquer un peu c'est quoi l'appel d'offres, c'est quoi un peu les grandes orientations qui étaient prises dans l'appel d'offres, pas nécessairement dans le détail. Et on leur avait aussi déposé avant la publication de la lecture là, de l'appel d'offres aussi pour recueillir leurs commentaires. Venons-en peut-être un peu plus micro. Comment ça s'est fait, l'évaluation des besoins dans le cadre de l'appel d'offres? Donc ça, je comprends que c'était vraiment de votre responsabilité là, de coordonner tout ça. Comment ça s'est fait? Les besoins, l'appel d'offres est vraiment basé sur les besoins de l'organisation, les besoins de la SAAC. Donc, peut-être concrètement, s'il y a des besoins d'affaires, il y a des besoins TI. Donc, en termes de... Je vais les séparer parce que c'est un peu différent. Fait que, en termes de besoins d'affaires, comme je disais tantôt, on avait des experts des différentes lignes d'affaires. C'est eux qui connaissent leur business. Fait que c'est eux qui étaient là pour décrire ce qu'ils avaient besoin de faire demain matin dans leur organisation. Donc, ça s'exprimait dans les processus d'affaires. C'est vraiment leur processus en permis, en immatriculation. Fait que ce qu'on retrouve dans l'appel d'offres, c'est vraiment les processus d'affaires. Il y avait aussi, on sait qu'il y avait le plan de pérennité qui était là depuis 2011. Fait que c'est sûr qu'eux aussi avaient fait des travaux. Donc, il y a des travaux qui ont été récupérés là. Il y avait entre autres comme des pistes de transformation. Parce que l'idée, c'était pas de faire des processus, je dirais les processus actuels nécessairement, mais ceux qui avaient déjà été travaillés ou on se voyait dans des processus cibles, c'était de mettre les processus cibles davantage que l'actuel. Donc, c'était vraiment basé sur les processus, avec les pistes d'amélioration ou de transformation, je me souviens plus le terme exact utilisé, qui avait été fait dans le cadre du plan de pérennité, parce que c'était des travaux qui étaient déjà là. Et après ça, ça se déclinait en termes de fonctionnalité d'affaires. Donc... Par exemple, émettre un permis. Un petit peu plus précis. Les fonctionnalités d'affaires, c'était vraiment ce qu'on retrouvait dans les grilles d'évaluation en réalité. Fait que, si je peux donner un exemple qui peut s'appliquer à n'importe quel business aujourd'hui, aujourd'hui, quand on appelle à la banque, souvent, on a la RVI, la réponse vocale interactive, qui nous demande notre numéro et autres. Bon, bien, un des fonctionnalités d'affaires, c'est qu'on pourrait dire, bien, celui qui est au téléphone, qui va nous parler tantôt, bien, avec tout ce qu'on lui a donné préalablement, la RVI va nous afficher tout son dossier. Fait que quand on va y parler, on a déjà tout ce qu'on a. Juste un exemple de fonctionnalité d'affaires. C'est ça. Fait que c'est vraiment relié au domaine d'affaires. Qu'est-ce qu'ils ont besoin comme fonctionnalité là, pour fonctionner. Fait que ça, c'est le côté affaires. Je sais pas là, si c'est clair. Après ça, il y a le côté TI. Je vous dirais, du côté TI, bien, c'est aussi, on a des besoins en termes de TI. Je donne par exemple, là, un exemple là, qui est là tout le temps habituellement. Là, c'est est-ce qu'on veut être, quel genre de relève qu'on veut avoir en cotiniste? On veut-tu être relevé dans une demi-heure? On veut-tu être relevé dans 3 jours? Souvent, tout dépendamment de la sensibilité de notre organisation. Fait que ça, c'est des genres de besoins en technologie qui ont été faits en termes de journalisation, c'est quoi qu'on veut garder, en termes de données, c'est quoi l'historique qu'on veut garder. Fait que ça, je vous donne des exemples de besoins TI qui, eux, je dirais, se reflétaient comme ça aussi en termes là, de critères dans les grilles qui étaient évaluées. Est-ce que le fournisseur a mis les infrastructures pour qu'on soit capable, dans 90 minutes, d'être up and running ailleurs dans un autre centre? C'était de même que c'était élaboré les besoins d'affaires et les besoins TI là, en termes. Puis après ça, bien, c'est sûr qu'il y avait des services professionnels qui venaient accompagner ça, qui sont sur le plus général, mais on avait comme la formation, communication,
c'est quoi les services, puis les intégrations fonctionnelles, savoir qu'est-ce qu'on a besoin. Fait que c'est un peu le défi qui était là, c'était vraiment aussi quel niveau qu'on va chercher, c'est sûr. Là, on voulait pas adapter quelque chose, on voulait vraiment l'adopter. Fait que c'est quel niveau pour être sûr qu'on rentre pas en mode. Là, Donc, je résume un peu ce que vous venez de nous dire. Là. Dites-moi si je me trompe. Il y a des lignes d'affaires ou il y a d'autres départements, ou peu importe comment on les appelle, qui vous alimentent. Et vous êtes responsable de la coordination puis de dire telle ligne d'affaires a besoin de telle chose. Puis nous, donc, on s'assure que ça se retrouve avec le niveau de détail souhaité dans l'appel d'offres. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Pourrais-tu juste répéter, juste être sûr que j'ai bien compris, tu as dit beaucoup de choses. Donc, vous êtes un peu le point de référence pour recevoir l'information des lignes d'affaires, de ce qu'ils ont besoin d'avoir dans le futur PGI. Quand vous dites, par exemple, la personne a besoin d'avoir l'information du client, bien ça, c'est quelqu'un d'autre à la SAC qui vous donne cette information-là, qui dit, bien ça, j'aimerais savoir ça dans le PGI. OK. Je vais juste m'assurer en réalité, c'est que les experts qui étaient dans l'équipe de rédaction étaient déjà des représentants de leur secteur d'affaires. Fait que, tu sais, eux amenaient l'information de leur ligne d'affaires. Eux, c'est ça. Fait que puis tantôt, je dis, on était en mode matriciel, puis il y avait aussi leur gestionnaire dans le groupe de comité de gestion. En mode matriciel, ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est que, advenant qu'il y avait une ambiguïté, parce que, tu sais, il faut qu'on s'intègre dans une organisation, là. Fait qu'eux pouvaient aller consulter aussi leur gestionnaire, tu sais, s'assurer, bien, c'est-tu vraiment ça qu'on veut ou pas, là, tu sais. C'est sûr qu'après ça, tantôt, je parlais de portée, bien, c'est sûr, maintenant, quand on se met à creuser, bien là, il y a des choses, tu sais, comme contrôle routier, de souvenirs. Il y avait eu un positionnement à savoir qu'est-ce qui est intégré ou pas intégré. Fait que là, après ça, quand on est dans le doute, bien là, on faisait un positionnement, un point de recommandation, d'orientation. Vous avez parlé du niveau de détail approprié dans l'appel d'offres. Est-ce que vous faites une différence entre les processus d'affaires puis les règles d'affaires dans le cadre de la rédaction de l'appel d'offres? En tout cas, ma compréhension, je vais vous l'expliquer comme moi, parce que là, des fois, j'écoute d'autres témoignages, puis ce qui a été décrit dans l'appel d'offres, c'est les processus d'affaires. Les règles d'affaires, c'est différent. Fait que c'est les processus d'affaires avec les fonctionnalités d'affaires. Moi, à ma connaissance, il n'y avait pas de règles d'affaires. C'est quoi une règle d'affaires, si vous pouvez éclairer la commission sur ce que c'est? Une règle d'affaires, je dirais, c'est plus toutes des conditions, là, sincèrement, là, j'essaie de faire un exemple, mais c'est vraiment toutes des conditions, tu sais, s'il arrive telle situation, mettons, là, il y a plein de chemins d'accès, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, tu sais, c'est vraiment... Par exemple, quelqu'un est pris pour alcool au volant, on retire le permis de conduire. Ça, comme vous dites, une condition, ça, c'est un peu une règle d'affaires. Oui, là, règle d'affaires, c'est beaucoup plus détaillé, là, je vous dirais. Beaucoup plus détaillé? Ah oui, c'est vraiment plus détaillé. Tu sais, le processus va décrire, quand on lit un processus, on sait qu'est-ce que la ligne d'affaires va faire. OK, la personne va arriver dans le bureau, tu sais, il y a comme des petites cases, là, on va y mettre le permis. Fait qu'on sait un peu tout le cheminement. Mais après ça, l'autre, les règles d'affaires, qui se calculent, eux autres, plus des fois par centaines et milliers, bien là, c'est beaucoup plus là, vraiment des très plus spécifiques. Avez-vous juste un exemple pour illustrer une règle d'affaires? Vous dites qu'il y en a des milliers, vous devez avoir un souvenir d'une seule parmi ces milliers. Oui, bien moi, c'est comme je vous dis, j'ai pas... moi, il n'y a pas eu de règles d'affaires, mais j'ai pas eu connaissance des règles d'affaires. Qui s'occupait de documenter ça? Les règles d'affaires. Les règles d'affaires, pas les processus. Les règles d'affaires, je vous dirais, bien, nous, ils n'étaient pas inclus dans l'appel d'offres. Fait que les règles d'affaires relèvent des domaines d'affaires, habituellement. Là. Puis c'est sûr que peut-être avec les... puis là, je m'avance, là, sincèrement, là, ça serait validé. Tu sais, les règles d'affaires, souvent, relèvent des gens d'affaires, puis peut-être aussi avec des conseillers en architecture du côté TI, là, mais habituellement, relèvent des lignes d'affaires, les règles d'affaires. Si je vous demande votre appréciation là, de ce qui s'est produit dans le cadre de la rédaction de l'appel d'offres sur l'évaluation des besoins, vous diriez que ça a bien été, ça a été difficile, avez-vous une qualification, nous dire comment vous qualifiez ce processus-là d'évaluation des besoins? Est-ce que ça s'est bien passé? Bien, moi, je qualifierais que oui, ça s'est bien passé. Tu sais, je dirais, c'est sûr que, comme j'ai dit tantôt, c'était quand même un défi. Tu sais, on n'avait pas...
on n'avait pas de gabarit ou de référence, parce que c'était quand même nouveau, la façon de faire dans la fonction publique. Fait que je dirais, ça a apporté quand même une difficulté, parce que justement, on n'avait pas de référence, les gens n'avaient pas nécessairement toute l'expertise, d'où d'avoir justement des experts PGI avec nous, là. Fait que ça s'est bien passé, c'était super... somme toute, je pense qu'on était tous fiers à la fin, là, mais c'est sûr que c'était, je dirais peut-être pas un marathon, mais plus un sprint qui s'est quand même déroulé sur 2 ans. Un long sprint. Oui. Un peu essoufflant. Et quand vous avez si vous regardez l'appel d'offres, après avoir fait ce processus-là, diriez-vous que les besoins de la SAC étaient bien évalués dans cet appel d'offres-là? Bien décrit ou bien évalué? Oui, le processus a mené à une bonne description des besoins, effectivement. Bien, moi, je dirais que oui, c'était bien décrit. En tout cas, moi, je considère que c'était bien écrit. Et dans le processus qu'on avait, on avait quand même une étape C, on avait quand même un dialogue compétitif. Donc, si le niveau qui était là ne permettait pas aux firmes pour leurs évaluations, d'évaluer la complexité de tout ça, bien, je pense qu'ils ont eu quand même des opportunités pour lever la main. Je vous le dis de même. Là. Oui, puis il y a un dialogue compétitif. Bien, oui, puis il y avait quand même aussi des addendas. Tout le long de l'appel d'offres C, il y avait quand même beaucoup d'addendas qui étaient produits. Il y a des questions qu'on a toujours répondues. Fait que la question de souvenir, moi, nous a pas été posée à dire, bien, vos processus, on a de la misère à évaluer la complexité. Là. Je vous donne un exemple, celui du contrôle routier. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ce n'était pas inclus dans l'appel d'offres C, le contrôle routier? Vous avez fait référence à quelques minutes. Là, sincèrement, concrètement, j'ai beau avoir ma mémoire étant ce qu'elle est, je sais qu'on a eu un positionnement sur le contrôle routier parce que... Puis le contrôle routier de souvenir n'a jamais été... inclus, là, même probablement dans le plan de pérennité. Moi, quand on a débuté la rédaction de l'appel d'offres, on avait entendu parler, là, on avait toujours la maison qu'on appelait de Mme Tremblay, là, mais c'était vraiment tous les processus de haut niveau qui nous, c'était comme notre napperon qu'on servait toujours, qui était notre portée. Fait que, tu sais, même quand on a on a démarré les travaux, probablement que je suppose que de l'étape même précédente, il n'était pas inclus, là. Mais par contre, comme je vous dis, à un moment donné, on a discuté justement pour un positionnement. Fait que, puis là, je ne me souviens plus la conclusion, s'il y a un petit bout qui a été intégré ou pas, là, mais il a été discuté. Mais donc, je comprends que vous, on vous dit le contrôle routier, ça ne fait pas partie des besoins que vous devez évaluer et décrire dans l'appel d'offres. Dès le départ, j'avais pas cette commande. Il n'était pas dans notre schéma de maison. En fait, je pense qu'il était, je ne sais pas si on peut je mettre la référence, mais il était en gris. Là, on n'est peut-être pas obligé de l'afficher à l'écran, mais vous vous souvenez qu'il n'était pas dans le schéma de... Oui, c'est ça. Mais là, je regarde parce qu'il n'est pas affiché de toute façon, là, mais c'est ça. Il y avait la maison avec tous les processus, puis parce qu'il y avait le contrôle routier qui était exclu, mais il y avait aussi quelques de choses de fondation là, qui sont dans le bas de la maison, dans le fond. Comme... mettons, je pense que tout ce qui était au juridique n'est pas inclus ou des choses comme ça qu'on disait là, qui n'étaient déjà pas inclus. Fait que, il y avait déjà quand même, il n'y avait pas juste le contrôle routier qu'on n'abordait pas dès le départ. Là. Fait que, tantôt, je disais, quand on a discuté de la portée, mais c'est sûr qu'à un moment donné, lorsqu'on parle au fur et à mesure qu'on avance avec les processus et dans les choses, bien, c'est sûr qu'à un moment donné, on est revenu sur des fois des éléments de portée à se dire, bien, c'est-tu inclus ou pas inclus? On avait des doutes pour clarifier. Puis ça, c'est le comité directeur qui prenait des décisions. Oui, on remontait au comité directeur, excusez. Est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça? Vous avez parlé des services juridiques, donc du contrôle routier, des éléments où on vous dit écrivez un appel d'offres, mais ça, vous ne le mettez pas dans l'appel d'offres. Ça, la SAC a décidé que ça ne faisait pas partie de l'appel d'offres. Bien, c'est pas... Je regarde bien l'écran par réflexe, mais c'est vraiment dans la maison, là... Est-ce qu'on peut le mettre à l'écran, étranger? Ça facile. Ouais, donnez-moi quelques... Oui, aucun problème. OK. C'est vraiment... C'est ça, il n'y a que la maison. Moi, j'aime bien m'appuyer sur des graphiques puis sur des tableaux. Madame la secrétaire adjointe, c'est dans les documents... dans les documents d'appel d'offres, le fichier intitulé « Processus d'affaires ».
Il y en a, tu sais, puis peut-être juste pendant que là, vous affichez, il y avait aussi des raisons pourquoi ils n'étaient pas là. Par exemple, il y avait déjà, puis je me souviens qu'il y avait des processus TI qui étaient pas inclus dans l'appel d'offres, parce que du côté TI, il y avait déjà leur processus et leur façon de faire, qu'on n'avait pas de plus-value là, à intégrer. Donc, le fichier 2015-10-15, processus d'affaires SAAC, dans le dossier appel d'offres. Est-ce que c'est dans les pièces que... OK, oui, c'est ça. Il y avait 2 groupes de pièces. Des pièces commencent par Z, puis un dossier avec appel d'offres. Là, je vois le toit de la maison. Donc, ce serait Z07, là, si je me fie à... Avez-vous la liste avec vous? Si M. le commissaire l'a vu, ça doit être qu'on venait ça. Je vais afficher avant. Est-ce qu'on peut réafficher ce qu'on avait mis, là? Ouais, la maison était correcte, là, je pense. Oui, Je pense que vous étiez sur le bon. On parlait de la maison, là. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, la pièce 35P 198. Le fichier processus d'affaires. Donc, c'est ça la maison à laquelle vous faites référence. Exact. Fait que ce qu'on voit, c'est ça. Ce qui est en gris, c'était hors portée. C'est ça. On voit dans le milieu, là, CST, contrôle et surveiller le transport. Puis si on descend un peu, on voit que c'est un carré gris, CST1. Et en gris, là, c'est les choses qui, si je ne me trompe pas, ne sont pas incluses dans l'appel d'offres. Ça, c'est la maison qui vient de l'appel d'offres? Oui. OK. Fait que non, j'avais l'impression qu'il y avait des bouts de contrôle routier. Fait que, bon, c'est ça, le contrôle routier était tout exclu, effectivement. Puis probablement, là, à gauche, là, les études, loi, règlement, là, et probablement en bas, qu'il doit en avoir aussi. OK, ouais, là, je dis en bas, mais probablement d'abord, c'est, excusez, là, parce que j'avais l'impression qu'il n'y a rien en bas. En tout cas, on voit qu'il y a la gouvernance, l'organisation à droite, là, qui était... En gris aussi. En gris, effectivement, là, le plan stratégique, là, vraiment tout ce qui est gouvernance, là, qui est moins... Puis, c'est ça aussi, je viens de voir, là, les ressources informationnelles, comme je vous disais, là, qui avaient déjà quand même certains processus qui étaient déjà là, de toute façon. Puis des fois, qui sont basés sur d'autres processus autres que d'un PGI. Donc, vous avez dit le contrôle routier, il y a quelqu'un qui a fait un positionnement à la SAC, vous ne vous rappelez plus qui, mais qui a décidé ça, c'était hors portée de l'appel d'offres. Oui, on avait documenté. Je vous donne un autre exemple, juste faire appel à votre mémoire. Il y a eu le projet des plaques personnalisées aussi. Est-ce que vous vous souvenez si quelqu'un vous a donné une directive par rapport à ça, sur les plaques personnalisées? Non, ça me dit absolument rien. Mais vous êtes d'accord avec moi que ce n'était pas dans la rédaction de l'appel d'offres de tenir compte de l'arrivée des plaques personnalisées? J'ai aucun souvenir des plaques personnalisées. Je l'ai entendu dans les témoignages, mais j'ai vraiment aucun souvenir. Aucun souvenir de si c'était inclus dans l'appel d'offres ou pas, ou si c'était... Dans tous les sens. Si c'était inclus, ça a été discuté ou... Puis encore là, ce genre de décision-là, ça se prenait au comité directeur. En principe, oui. Est-ce qu'il y en a qui ont été prises avec certains VP, peut-être? Parce qu'on sait que les gens d'affaires, justement, relevaient. Fait que, est-ce que ça s'est parlé entre VP? Puis ça, je saurais dire. Là. Comme les plaques perso, ça me dit absolument rien. C'est-tu ma mémoire qui fait défaut? Ça a peut-être été parlé ou ça a peut-être été décidé entre VP? Sincèrement, j'ai aucune mémoire de ça. Mais ça doit pas relever... Cette décision-là ne devait pas relever de vous, à ce que je comprends. Sûrement pas. Là. En tout cas, c'est ma mémoire qui fait défaut. Mais ça me dit vraiment rien. Je donne un autre exemple d'une décision qui a été prise dans le courant de la rédaction de l'appel d'offres, l'inclusion de ce qu'on appelle maintenant la L3, l'indemnisation. Donc ça, je comprends que c'était dans l'appel d'offres, mais que c'est un volet optionnel de réalisation. Est-ce que vous avez souvenir de ça, que c'était optionnel? OK. Moi, ce que je me souviens, puis on avait un tableau récapitulatif là, dès le début de l'appel d'offres. La conception de l'assurance était incluse dans la conception là, de toute la solution. Et la partie réalisation de l'assurance était dans la partie optionnelle. Ça, c'est le souvenir que j'ai du tableau récapitulatif qu'on a dans l'appel d'offres. À moins qu'il y ait eu des changements, là, mais c'est ça mon souvenir. J'ai la même compréhension. Là. OK. Inquiétez-vous pas. Je vous donne ces exemples-là, le contrôle routier, les plaques personnalisées. C'est des exemples de changements qui ont eu lieu par la suite dans le programme CASA. Je ne sais pas si vous avez eu connaissance de ça, que le contrôle routier a été ajouté à la portée de CASA. Est-ce que vous étiez là à ce moment-là? Moi, je n'étais plus là. Je l'ai entendu, là, mais je n'étais plus là. Je ne peux pas vous donner l'information d'après moi. Même chose pour les plaques personnalisées. Vous n'avez pas de souvenir?
Donc, qui s'occupait de la cohérence de cet appel d'offres-là? Parce qu'on voit que ces besoins-là ont changé à travers le temps. Là, le contrôle routier, les plaques personnalisées, on a changé au fur et à mesure l'exécution du projet CASA. Mais qui d'emblée avait la responsabilité d'avoir une vision sur ces inclusions-là dans l'appel d'offres? Bien, je vous dirais, c'est à travers, moi, je dirais, bien là, c'est sûr, les plaques perso, j'ai de la misère, là, parce que j'ai vraiment pas de souvenirs. Mais c'était vraiment, comme je dis, on avait un groupe d'assurance qualité, on avait quand même le comité de gestion qui était tous des gestionnaires des différentes lignes d'affaires. Puis on avait l'autre comité directeur qui était, lui, l'approbateur de l'appel d'offres avec les DG de chaque direction d'affaires. Là. Et le TI aussi. Là. Et le caractère optionnel de la livraison 3 ou de la mise en œuvre de la livraison 3, qui a pris cette décision-là? Aucun souvenir. Pas de souvenir. Si je vous demande pour la décision d'inclure ou pas la gestion des ressources humaines dans l'appel d'offres, est-ce que ça, c'est quelque chose... Qui a décidé? Oui, qui a décidé de l'inclure ou pas? Est-ce que vous avez souvenir? Est-ce que c'est inclus ou pas dans l'appel d'offres, la gestion des ressources humaines? J'ai malheureusement pas de souvenir. Je ne sais pas si ça a passé dans le comité directeur, c'est un positionnement. J'ai vraiment pas de souvenir. Je vous amène à la section 2.9 de l'appel d'offres, donc le fichier lui-même. Toujours la même pièce, mais un autre fichier. C'est la page 99 du PDF. Le fichier AOP-C de la pièce sur l'appel d'offres C. Maître, en attendant que la pièce apparaisse, est-ce que vous voulez dès maintenant déposer toutes les pièces ou vous voulez attendre à la fin de... Vous êtes plus futé que moi, Mme la greffière. Greffière. Effectivement, je devais faire ça d'emblée au début de l'interrogatoire. Merci du rappel. Monsieur le commissaire, nous avons déposé une liste de pièces là, au parti et à la greffière, comprenant toutes les pièces auxquelles on va faire référence aujourd'hui. Et donc, je vous demanderai... besoin d'un 5-10 minutes pour non, en fait, préparer le tout? tout a déjà été, versé communiqué, déjà, a été versé. donc, En fait, c'est juste pour les fins de production, effectivement, que j'aurais dû commencer l'interrogatoire de cette manière-là. Donc, en fait, les pièces, là, donc, qui commencent à 35P 143 jusqu'à 35P 201, la liste de pièces. Fait. Je vais aller la chercher, moi. J'en ai une copie papier pour vous, Monsieur le commissaire. Ah, ben oui. Du bon vieux papier. On va le prendre. Merci, Mme la greffière. Merci. Je ne pense pas qu'on est dans le bon fichier. Donc, le fichier 2015-1015 AOP-C à la page 99. Merveilleux. En fait, je vais vous poser la question, peut-être le temps que vous aurez quelques instants pour réfléchir. On voit la section, là, donc à la page 99 à laquelle je faisais référence, la section 2.9 de l'appel d'offres. On voit qu'on traite des besoins liés à la conversion des données. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Qu'est-ce que c'est la conversion des données dans le cadre du projet PGI? La conversion des données, c'est tout le transfert des données qu'on a dans nos systèmes patrimoniaux à la nouvelle solution là, pour opérer les systèmes, là, la nouvelle solution. Je ne sais pas si c'est ça. Oui, effectivement. Okay. Tout à fait. Est-ce que qui était responsable de ce volet-là dans votre équipe? De la rédaction? Soit de la détermination de ce qu'on met dans l'appel d'offres ou de la rédaction de cette portion-là? On avait dans nos experts TI, on avait des gens de données aussi. Fait que
j'ai le nom d'une Hélène, là. Tu sais, c'était des gens internes. Là, C'était des gens internes Oui, qui les faisaient gens ça. des données, c'était des gens internes. Est-ce que vous avez souvenir si quelqu'un a estimé le volume de données qu'il y avait à convertir dans le cadre du projet PGI? Là? Bien, il me semble que oui, là. Il me semble que... de souvenir, oui, là. Je ne sais pas comment ça m'a été, mais de souvenir, oui. Parce que ça va être un grief de l'Alliance plus tard, la quantité de données qu'il y avait à convertir. Puis selon l'Alliance, là, on indique que ce n'était pas précisé dans l'appel d'offres. Est-ce que vous avez souvenir de discussion là-dessus? Est-ce qu'on inclut ou pas dans l'appel d'offres le volume de données à convertir? Là, ça, c'est vraiment loin, là, le détail. C'est quand même beaucoup d'informations, cet appel d'offres-là. Ce que je me souviens dans l'appel d'offres, c'est qu'on avait quand même dégagé le partage de responsabilité. Donc, il y avait certaines étapes qu'on disait qu'on voulait, qu'on fallait, je dirais, plutôt garder à l'interne de par la connaissance des données. Puis après ça, à partir du chargement, là, ça revenait comme responsabilité à l'Alliance. Donc, c'est eux pour évaluer leurs coûts, bien sûr. Ça fait que, tu sais, il y a ces éléments-là qui ont été mis là, dans l'appel d'offres en termes de responsabilité, en termes aussi s'il y avait des outils qu'on n'aurait pas, là, qu'il fallait qu'ils nous rendent disponibles pour eux ou pour nous pour permettre cette conversion de données-là. Mais là, le volume de données, sincèrement, il faudrait que je me réfère à l'appel d'offres. Excusez-moi, Maître Ranger. Oui. Ma collègue m'indique que sur ce document, il y avait qu'une page. Est-ce que ça peut être une autre pièce? Parce que je vois dans votre liste, il y a quand même plusieurs pièces d'appel d'offres. Je pense qu'on a fait le tour du sujet de toute façon. C'est correct, vous n'avez pas besoin de l'afficher. On va se passer de l'affichage visuel. Merci. Dans le cadre de la rédaction de l'appel d'offres C, là, donc on ne l'a pas précisé dans le départ, mais je pense que tout le monde est à l'aise avec ces étapes-là, du volet C. Est-ce que vous avez eu accès aux soumissions qui avaient été déposées aux étapes A et B? Bien là, c'est sûr qu'en en lisant les documents là, provenant de la commission, j'ai vu là, que oui, effectivement, j'avais fait une demande là, pour accéder aux soumissions d'appel d'offres A. Pourquoi vous avez fait cette demande-là? Là, sincèrement, à part que de lire ce que j'ai écrit, mais je pense d'être mieux éclairé. Parce que là, les soumissions étaient vraiment... Là, on est dans notre bunker. On n'avait pas vu les soumissions de la A et on continue, nous, à quand même... Si je donne un exemple, là, on demandait la méthodologie, mais c'était quand même ouvert. On demandait de l'information pour les qualifier, bien sûr, mais nous, on continuait quand même dans l'AC de revenir sur certains éléments là, pour mieux les apprécier. Fait que, tu sais, je vois dans la note, c'était pour mieux éclairer les gens qui rédigeaient... Parce que c'est pas juste moi, là, mais c'est l'équipe, certains membres de l'équipe que j'ai vu qu'on avait demandé l'accès pour mieux rédiger là, les critères. Mais tu sais, à part de vous rappeler ça, puis qui, selon moi, fait du sens, là, parce que là, on est en train d'écrire un appel d'offres sur lequel on continue sans avoir de l'information sur la première, mais ça peut être un couteau à deux tranchants. Là. On peut demander des choses qui ont déjà été écrites ou pas écrites. Là, mais... Un des tranchants de ce couteau-là, ça ne pourrait pas être un risque de pouvoir orienter l'appel d'offres C quand on a accès aux soumissions qui ont déjà été déposées aux étapes A et B? Si, tu sais, il y a beaucoup de critères dans l'appel d'offres, OK? Puis, moi, j'ai jamais eu de demande qu'il fallait couper. Au contraire, on voulait quand même avoir des soumissions. Fait que, tu sais, c'est pas... Puis les critères, de la façon qu'ils sont quand même demandés, c'était quand même des critères ouverts. Il n'y avait pas de critères éliminatoires dans l'appel d'offres. Donc, on appréciait la qualité des soumissions. Fait que, tu sais, quand je regarde là, la méthodologie qui était demandée dans un et dans l'autre, là, ça, je sais que c'était demandé, mais tu sais, c'était ouvert, on l'appréciait. Tu sais, c'était pas plus précis dans les... Madame Couture, je n'ai pas demandé si, dans les faits, votre appel d'offres était dirigé ou précis. En fait, j'ai demandé, est-ce que vous percevez qu'il y aura un risque que l'appel d'offres puisse être orienté quand on a accès aux étapes précédentes d'un processus comme celui-là? Bien, probablement, si je l'ai demandé, il y avait peut-être un risque. Ou là, j'ai sincèrement... tu sais, je lis la note, là. J'avais aucun souvenir, là. Puis, tu sais, je voyais, là, dans les résultats qu'il y avait un risque, là, mais quand même, risque mitigé. Vous n'avez pas l'air au cœur de cette décision-là, là, de demander d'ouvrir les soumissions A et B. Là. Vous n'avez pas beaucoup de souvenirs. Est-ce que ça se peut que ça vienne de quelqu'un d'autre, cette demande-là? D'ouvrir les soumissions? Peut-être, là,
Monsieur le commissaire, si vous permettez, Marie-France Lebel, on n'arrive pas à suivre à quelle note on fait référence ou autre. Oui, Alors, je comprends ce que je vais faire, là, effectivement... On peut l'afficher tout de suite. Oui, on va effectivement. afficher. Ouais. Merci, Maître Lebel. Effectivement, on peut afficher la note. Je ne t'ai pas rendu aux questions sur la note précise, mais effectivement, la témoin y a fait référence. C'est la pièce qui était cotée temporairement Z32 et qui, donc, Madame la greffière... et la pièce 35P168. Qui est note Aurore de Sylvie Chabot, datée du 30 juillet 2015. Exactement. Juste redonnez-moi la cote temporaire. La cote temporaire Ouais. ou Z32? Z32, parfait. Donc, quand vous faisiez référence à une note, là, Mme Couture, c'est à cette note-là que vous avez pris connaissance là, cette semaine, là, Oui, exact. qui vous a rappelé des souvenirs. Là. Oui, exact. Donc, on peut peut-être, là, pour les fins de aller à la... Alors, au dernier paragraphe de problématique, là, c'est à ça que vous faisiez référence à la fin de la page. Dans le but de pouvoir bien définir les critères en vue d'ouvrir la concurrence le plus possible pour l'étape C, Manon Couture et son équipe, qui sont impliqués dans l'écriture des documents d'appel d'offres de l'étape C, demandent l'autorisation de pouvoir consulter les soumissions reçues des 2 éditeurs préqualifiés à l'étape A. C'est à ça que vous faisiez référence quand vous parliez de la demande que vous avez faite pour ouvrir les soumissions? Exact. Ça, hormis l'encre qu'il y a sur le papier, est-ce que vous avez un souvenir précis de ça? Non. Moi, je vous soumets, Mme Couture, qu'il y a peut-être une raison pour laquelle vous ne vous en souvenez pas. Est-ce que ça se peut que ça soit une demande de Carl Malenfant d'avoir accès aux soumissions de l'étape A? Peut-être. C'est parce que j'ai vu qu'après ça, ben là, je me réfère à ce que j'ai vu. Là. J'avais même pas mémoire de ça. Parce que je pense que plus loin, Carl demande aussi d'avoir accès, je crois. Effectivement, on peut peut-être montrer à la pièce Z01 la cote temporaire à la page 145. C'est bien document... attendez. Document de travail concernant le plan de pérennité. Oui, à la page 145. Si vous nommez les titres, ça aide ma collègue Ça- parce qu'elle n'a pas les cotes sur ses pièces. Elle a D'accord, je les comprends. titres, donc c'est ça. En fait, on va aller à la page 146, qui est la page suivante. On voit un courriel de Carl Malenfant. Salut Claude, j'aimerais prendre connaissance des 2 réponses Oracle et SAP du cahier A. Peux-tu, s'il vous plaît, faire la demande à qui de droit? En l'absence de Sylvie, je me tourne vers toi. Merci de ton aide. Est-ce que vous savez souvenir de cette demande-là, de l'avoir vue ou d'en avoir entendu parler, de Carl Malenfant, d'avoir accès aux soumissions aux étapes A et B? Étape A, dans ce cas-ci, pardon. Non, je n'ai pas de souvenir, sincèrement. Probablement. Là, ben, là, c'est sûr, on le voit. Est-ce que ça vous a été utile, dans le cadre de la rédaction de l'appel d'offres, d'avoir accès aux soumissions déposées à l'étape A? Je sais pas, je pourrais pas répondre de ça parce que souvent, je suis pas certaine, là, mais ce serait plus les gens qui étaient en rédaction là, qui pourraient confirmer, là, mais je suis pas Que certaine. vous, là. Ouais. Ouais. On peut peut-être revenir à la pièce précédente, là, la Z32, sur la note en question. Excusez-moi, Monsieur le commissaire, Oui. on vient de constater qu'il y a un élément de secret professionnel associé à la pièce présentée. La Z32, ça a été écrit. Effectivement. Ça a été... puis évidemment, là, moi, j'ai même pas la Z01. C'est même pas la pièce que vous avez affichée. Monsieur le commissaire, pour la pièce Z32, il y avait effectivement un passage de secret professionnel qui n'était pas caviardé dans la première version qui vous a été transmise. J'ai transmis un courriel, je pense, dimanche ou lundi avec la nouvelle version, qui est celle qui a été présentée, où effectivement, OK. le caviardage est fait sur... Si le caviardage apparaît, j'ai pas de problème. ouais.
Est-ce qu'on peut s'en assurer? Oui. La version que J'aimerais j'ai ici, bien. ouais, effectivement. La version- J'aimerais bien m'en assurer. Oui, la version Ouais. que j'ai ici, moi, il y a eu temporairement une version qui a circulé dans laquelle le caviardage était décalé, en fait. Ah, OK, je comprends. On OK. caviardait le mauvais passage, mais là, ça a été corrigé. Parfait. Donc, c'est un non-événement. Donc, je reviens à la pièce Z32. J'essaie de comprendre qui ou pour quelle fin quelqu'un dans votre équipe va avoir besoin des soumissions. On voit à la deuxième page ce que vous expliquez ou ce que vous pensez vous souvenir. Là, donner l'accès au contenu des soumissions permettrait de combler le manque de connaissances sur le domaine visé, ainsi disposer d'informations supplémentaires pour mieux comprendre le marché et les particularités des soumissions. C'est un peu ce à quoi vous avez fait référence tout à l'heure. Nous avons évalué la possibilité d'anonymiser les documents pour rendre la consultation possible et garder le niveau de confidentialité requis, mais cette stratégie n'est pas possible puisque les documents contiennent énormément de spécifications propres à chaque éditeur. Il serait donc facile, malgré tout, de reconnaître de quel éditeur la soumission provient. Et là, moi, ce qui m'intéresse, c'est le paragraphe suivant. Depuis, selon Alain Dubé, les informations contenues aux soumissions de SAP et ORAC sont de niveau général et celles-ci sont disponibles sur Internet. Alors, comment on peut demander d'avoir accès à des soumissions et que le justificatif, ça soit que de toute façon, les informations sont disponibles sur Internet? On les a, ces informations-là, ou on en a besoin? Là, pourquoi il serait sur Internet, là? Sincèrement, la partie Internet, là, je la comprends plus ou moins. Là. Je comprends qu'ils peuvent parler, que je prends tant l'exemple de la méthodologie, que oui, ils peuvent parler de leur méthodologie, là, mais moi, je me souviens pas là, de est-ce que tout ce qui était vraiment écrit dans l'appel d'offres, on pourrait dire, on s'en va sur Internet puis on l'a, je sais pas. Là, Aucun souvenir de toutes ces démarches-là? Non, sincèrement, c'est dans la lecture des derniers jours. Là. Est-ce que vous avez souvenir qu'il y a eu un projet que vous soyez sur le comité de sélection de l'appel d'offres? Un projet de... Non, moi, à ma connaissance, j'ai pas fait partie du comité de sélection. Je vais vous demander qu'on affiche au tableau la pièce Z20. Non, on parle toujours du projet de rédaction de l'appel d'offres C? Oui, l'appel d'offres. Ah, ça, j'ai pas été sur le comité de sélection, ça, je vous le confirme. On voit ici un engagement solennel des membres du comité de sélection pour le mandat de l'étape C. Je demanderais... c'est pas affiché encore. Oui, c'est affiché au tableau. Je demanderais qu'on ait au bas de la page. Est-ce que c'est bien votre nom qu'on voit, Oui. votre écriture qu'on voit ici? Oui. Avez-vous souvenir d'avoir signé un engagement pour siéger sur le comité de sélection de l'étape C? Non, mais je l'ai lu là, dernièrement, mais j'ai comme pensé que c'était qui utilisaient le même formulaire que pour les... Moi, j'étais sur des comités aviseurs, fait que j'ai présumé que c'était l'entête qui était pour autant les comités aviseurs, mais non, c'est sûr, j'ai pas... ça, je me souviens. En tout cas, si c'est vraiment associé au comité de sélection, je m'en souviens pas. Bien, c'est sûr, je l'ai signé, là, mais je m'en souviens pas. C'est ça. Vous l'avez signé, puis on s'entend que vous n'étiez pas sur le comité de sélection. Ah non, Ça, pas je du pense tout. que Pas du évident, tout, mais ça, vous c'est n'avez clair. aucun souvenir qu'il y a eu un projet que vous soyez sur le comité de sélection. Ouais, non. Et vous étiez sur quel comité aviseur? J'étais sur le comité aviseur des services professionnels, dans le fond, excusez, qui était vraiment plus méthodologie, stratégie de mise en œuvre, transfert de connaissances. Après ça, j'étais sur... Puis là, j'avais vraiment un manque de mémoire, là, parce qu'il y avait les communications, gestion du changement, puis formation. Fait que de souvenir, j'ai assisté, je ne sais pas si j'étais sur les trois, en tout cas sur certains d'eux, puis sur lui de SP7, là, qui était intégration et assurance qualité, qui était ce sur quoi je m'en allais après, là, comme responsable. Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le commissaire. Ça termine? Ça termine. Merci. Alors, est-ce qu'on a des questions? Vous voulez parler de... Ben, écoutez, du 33. On peut prendre la pause devant 20 ça. minutes. Parfait. Je reviens dans 20 minutes. Merci. Je fais une ordonnance. Oui. Il y a un contrat interrogatoire qui s'en vient, donc vous interdit de discuter de votre témoignage avec qui que ce soit. Oui. Ça va?